Accadimité, pharmaco, accadimité, rétention tertiaire, organologie, néganthropologie. Entre Hestia et Hermès, comment réinventer des charnets critiques? Jean-Paul Vernon a montré, dans son étude de la cosmologie grecque, la différence entre le travail en dehors du domicile, le domus, et le travail en dedans. L'homme est dans la sphère d'extériorité de la vie publique, l'agora. La femme habite l'oikos, enfermée et protégée. Les erga exo, les activités en plein air, ont été associées au mouvement, et les sta endon qui avaient lieu à la maison ont été associés à l'espace. Nous pouvons conclure que le pôle de cette opposition semblant se constituer dans un jeu d'inversion. Tout ce que ne peut entrer dans l'un doit prendre sa place dans le champ opposé. Ils sont transductifs, comme Bernard Stiegler a dit, avec le terme de Simondon à Lisbonne il y a 7 ans. Et voilà l'image de Hestia et Hermès. Cette transductivité dynamique, comprise comme un potentiel échange d'énergie, est à fond de la cosmologie occidentale, une arche-image de culture héritée du monde gréco-romain, dans le double sens des arches liées à l'origine et à l'exercice du pouvoir, donc aux pratiques de gouvernabilité. Nous connaissons aussi ce dynamisme à travers les philosophes de Lumière, notamment Kant, qui l'articulait comme la séparation entre l'usage privé, Privatgebrauch, et l'usage public de la raison, öffentliche Gebrauch, une notion qui entretient la connexion entre l'oikos et le pouvoir absolu, et l'agora, et le pouvoir absolu de l'oikos et le pouvoir partagé de l'agora. Deux grands penseurs de l'espace public, Hannah Arendt et Jürgen Habermas, ont vivement souligné l'opposition entre ces deux concepts pour les Grecs. Arendt dit que le pouvoir public absolu aurait été une contradiction dans le monde ancien. Habermas propose que le pouvoir relatif dans l'espace transparent et public a existé en fonction du fait qu'il y a eu un pouvoir absolu dans la maison et souligne aussi que le démocrate grec a pu être démocrate seulement en gardant son règne dictatorial au domicile. L'espace domestique, secret et féminin, a été, selon Arendt et Habermas, un lieu avec possession et non avec individu pour les Grecs. Dans cet espace méprisable des nécessités économiques d'entretien de la vie, il n'y avait pas de possibilité pour obtenir la gloire. La maison a été un espace pour la reproduction de l'espace, mais non comme la vie publique pour l'individuation, pour devenir quelqu'un dans la société. Les importantes formulations du concept moderne bourgeois de la vie publique, comme celle de Kant, semble arriver pour Arendt comme une articulation de ce dynamisme classique. Mais, paradoxalement, Arendt décrit l'époque bourgeoise comme quelque chose qui a donné naissance à l'espace social, où la chose de oikos, l'économie et l'administration, a commencé, peu à peu, à devenir sujet pour l'agora. Et c'est bien sûr dans ce monde quasi public que Kant a situé la nécessité de l'usage privé de la raison. La différence entre Hestia et Hermès apparaît déstabilisée. L'espace et les mouvements évoqués par Vernon sont fusionnés d'une manière apparemment problématique, certainement pour Arendt et Habermas, à l'époque bourgeoise. C'est comme s'il n'y avait plus de dedans, plus de dehors. Je voudrais prendre cette opportunité pour suggérer une extension du couple transductif, privé-public, avec l'outil mathématique d'un groupe de Klein, pour dire qu'il y a aussi des liens transductifs entre privé et non privé, public et non public, privé et non public, et finalement
entre public et non privé. Et ça, malheureusement, c'est en anglais. Mais... C'est bien évident que la confession de monde privé et public dans la formation simple peut conduire à d'énormes problèmes. Nous savons tous que le monde capitaliste post-digital d'aujourd'hui a produit beaucoup d'organes qui sont entre en, EN et X, comme par exemple des entreprises multinationales et des rencontres fermées, comme Davos ou Bilderberg, où des importantes décisions pour nous tous sont prises. La combinaison d'économie et politique est dangereuse si elle rend l'espace public moins démocratique et moins transparent, plus privé en autres mots. Mais en reconnaissant ceci, je voudrais argumenter que nous devrions aussi prendre le temps pour investiguer la pharmacologie possible dans cette situation de confusion. J'ai pendant une année travaillé comme éditeur en chef pour Critique Labet, le lab de critique d'art. Un projet initié par le poète suédois Magnus William Olsson pour l'exploration des futures formes artistiques, économiques et techniques de la critique d'art, financé par et logé dans les plus grandes maisons d'édition suédois Bonnier. La raison pour le lab est simple. C'est maintenant en Suède, comme en plusieurs pays, impossible de vivre de sa plume en écrivant de la critique d'art. Les honoraires ont été fixés depuis l'arrivée de H digital, quand les médias peuvent mesurer combien de gens laissaient le texte critique. Il y en avait peu. Et si les lecteurs ont été peu nombreux à la fin des années 1940, ils sont encore moins maintenant, alors que la profession fait face à une déprofessionnalisation économique. Cette spirale négative est une réalité. En Suède, nous approchons une situation où l'espace public peut, pour la première fois depuis 200 ou 300 années, être sans critique professionnelle et sans texte qui pourrait proprement, comme est la tâche de la critique, identifier l'époque, c'est-à-dire entendre notre âge avec l'époque de art. Nous nous sommes aperçus très tôt dans notre travail que le plus valable dans l'infrastructure médiale autour de la critique, c'était le comité de rédaction. Si l'ancien régime médial est en train de crever, il faut savoir maintenir cet espace entre l'espace privé et l'espace public, entre le secret et la transparence. Parce que c'est dans le comité de rédaction qu'on trouve un cas paradigmatique d'une structure qui peut, dans une manière pharmacologiquement positive, jouer avec les constitutions de cosmologie micro et macro, privées et publiques. Ces comités font partie d'une société civile qui forme un espace transitoire réel, et peut-être irréel, et non idéal entre individus et société pour la co-individuation, un lieu pour la transmission de savoirs techniques et de réflexions protégées. Notre but maintenant est d'élargir le modèle de comité de rédaction et de le placer physiquement dans l'espace public, comme celui des bibliothèques, pour assister à une culture d'économie contributive où la critique d'art professionnel travaille comme un guide et une inspiratrice pour les amateurs. Nous ne pourrons peut-être plus distinguer la polarité entre Estia et Hermès, sauf à considérer des espaces intermédiaires et transitoires. Le comité de rédaction est, selon moi, une charnière critique entre la vie privée et la vie publique, entre l'oikos et la politique, mais aussi, désormais, entre la grammatisation bourgeoise et l'automatisation post-digitale. C'est un lieu pour la formation de critères d'évaluation et de la constitution de pratiques délibératives.
C'est aussi un lieu pour faire les entreprises médiales un peu plus démocratiques et rendre les critiques, comme les démocrates, un peu plus savants de l'économie. Et c'est justement le manque de cet endroit qui a produit les médias contemporains incapables de maintenir et discuter sur la différence entre micro et macro. De ce point de vue, les problématiques avec le fake news sont un symptôme d'un problème beaucoup plus vaste que celui de la désinformation. Notre social media et les journaux numériques sont devenus aussi ce genre de médias avec l'usage de techniques de Facebook. Ils sont sociaux dans le sens problématique qu'Arendt lui donnait. Ils travaillent pour détruire les limites entre la vie privée et la vie publique, et non pour faire consister ces notions avec un sens approprié pour notre époque. Je voudrais proposer que nous devrions commencer avec une anamnèse historique et pharmacologique générale d'espaces intermédiaires et transitoires pour mieux comprendre comment ils sont capables de fonder ou bien effondre le monde symbolisé par Hestia et Hermès. Pour être clair, je parle de formations qui ne partagent pas un chez-soi, mais qui néanmoins partagent des liens forts. Ils sont sans maison, mais ils ne sont pas sans cohésion. Je vous prie d'avoir en tête l'image de la bande de comédiennes et les bandites, les pèlerins pieux de la route de Compostelle, et les croisés féroces au-dessus du mur de Constantinople, les mandarines et les mamelouks, les suffragettes et les gangs de bikers, les infirmiers de la Croix-Rouge et les équipes de foot, ou bien de casques bleus, on peut dire. Une instance fascinante d'un lieu intermédiaire et transitoire appartient au système grec, particulièrement à Athènes. Cette instance a été explorée récemment pour Pauline Ismard dans La démocratie contre les experts, les esclaves publics en grec ancien, paru à Seuil 2015. Les esclaves publics, les démissois, ceux qui appartiennent au peuple, ont été gardés pour la cité dans plusieurs fonctions, y compris les fonctions policières. Les 40 000 citoyens d'Athènes à l'époque classique ont dépendu de 1000 ou 2000 de ces esclaves pour entretenir leur système. Les démissois qui ont gardé l'ordre civique et même incarné l'autorité civique, ils ont été la propriété collective de la cité. Sans avoir la liberté, ils ont été exclus du pouvoir partagé, mais en même temps, c'était donc leur devoir de faire marcher ce système. Les Athéniens ont utilisé les démissois, selon Ismard, pour situer les savoirs spécialisés en dehors du champ politique, qui était réservé aux citoyens non spécialistes et aux délibérations d'amateurs évoquées par Protagoras. Ismard suggère que le système de démissois a été au cœur de la naissance de l'État moderne, ce qui est paradoxal car cette organisation était une tentative pour séparer la société politique d'administration. En d'autres termes, les démissois ont produit une nouvelle métastabilité sociale avec une nouvelle configuration entre la vie privée et publique. Ils ont la part non publique dans la politique. Ismard ne veut pas, comme beaucoup d'historiens, simplement comprendre les démissois comme un groupe occupant une position intermédiaire entre libre et non libre. Ils sont plutôt présentés, on peut dire, comme un supplément d'Hérédienne, une expression du manque de le système même. Les démissois sont étudiés par Ismard du point de vue d'État.
l'agora et la chose publique. Si on essaie de mettre l'accent sur le fait que les démessos ont été, sans doute, non libres, est en charge d'affaires qui, aussi comme l'administration et de la caisse publique, appartiennent à la sphère de l'économie, alors on peut le voir aussi du point de vue de l'oikos, la maison. Il y a un lien constructif entre privé et non public. Ismar nous le présente comme une anomalie étatique, mais c'était en même temps une part de l'oikos, paradoxalement située dans le dehors, dans le domaine de Hermès. C'est pour continuer avec le langage sexué avec lequel j'ai commencé, un corps, une fonction féminine placée au centre du pouvoir masculin, dans la même manière que le feu communal, la estiakoine a été dans la cité grecque, à l'agora dans la Prytanaion. Exemple. C'est l'endroit où la cité recevait les invités officiels comme des ambassadeurs. Et en relation avec le estiakoine, c'est important de souligner que c'était sa reproduction, la capacité de transporter ce feu dans un espace nouveau qui était au cœur du processus colonial, de la reproduction de la ville, et que le colon en grec se disait oikistes, de oikos. C'est important, en parlant d'une cosmologie sexuelle, de clarifier que la possession du endo, du dedans, n'est évidemment pas une possession organique au sens naturel. C'est interne, mais interne à la maison, le domus, endon. Il y a quand même beaucoup de modèles qui tentent à faire un lien entre maison, la nature et la femme, et entre l'extériorité, l'artificialité et l'homme. Un exemple, c'est Dante, dans son œuvre inachevée de Vulgaria in Eloquentia. Pour lui, il y a d'un côté, le tout près, la langue vulgaire associée à l'expérience de l'enfance, une langue que nous nous sommes appris en imitant ceux qui nous ont eu en charge. De l'autre côté, il y a plus éloigné partenaire, le langage que nous appelons latin et que les Romains ont appelé grammaire. Le vernaculaire est naturel en comparaison avec une grammaire artificielle. Dante est intéressant parce qu'il décrit un monde naturel et maternel comme quelque chose lié à un lieu, un espace, sans être fixé, inséré, protégé et permanent. L'homme est, décrit Dante, un animal instable et variable. La langue maternelle vulgaire change tout le temps. Dans 10 ans, il ne sera plus la même. Et 10 kilomètres d'ici non plus. La grammaire est fixée en soi, dans une externalité et pas dans un lieu. Mais cette artificialité fait, selon Dante, qu'il soit possible d'arriver à être en contact avec le passé. La dimension endo, pour Dante, paraît être espace et mouvement en même temps, en comparaison avec l'exo, qui n'est ni espace ni mouvement, mais une externalisation du temps. Le temps vécu de endo devient une partie de l'histoire du exo. Qu'est-ce qui s'est passé avec les images sexuelles de la maison symbolisées par Hestia, qui incarne la fixité, d'immutabilité et permanence, et le dehors symbolisé par Hermès, qui incarne l'ouverture, la mobilité et le contact avec les autres, selon Vernon? Comment pouvons-nous penser la relation entre espace et moment aujourd'hui dans un âge proprement vulgaire, au sens non dérogatoire du mot, un âge qui, avec espoir, peut reconquérir l'élégance vulgaire dans l'espace commun? Dante a décrit un dedans pleinement relationnel,
où on trouve une transmission par l'imitation. Nous pouvons comprendre ça comme une épique linguistique, une activité linguistique non consciente avec le terme de linguiste Antoine Collioli. Ou ça peut être mieux en considérant les techniques associées avec la transmission de langue et ces espèces de techniques entre parents et enfants dans la maison comme un premier pas dans l'endotransfert et l'endogrammatisation avec le terme de Sylvain Héroux. Et ça, c'était le sujet de mon dernier livre sur la natation, qui est une attente de faire une histoire de passage de l'endo à exogrammatisation d'une technique corporelle, une technique de corps. Ce n'est pas une exogrammatisation, donc l'endotransfert, une formulation de savoir d'une langue avec l'aide d'une autre, mais un transfert crucial dans la langue même. C'est donc un entretien de la culture, un contact et un lien avec nous-mêmes. Nous sommes maintenant dans un territoire d'Estia, élargi, où c'est Estia qui protège et maintient le royaume de Hermès. L'Endo, compris avec Dante, comme un lieu pour la transmission de savoir, pour vivre ensemble comme la langue, suggère qu'il n'y a pas d'ex-organisme possible sans ceci que je veux nommer des endo-organismes, les organismes au centre de toutes les transductions entre privé, non privé, public et non public. Et ça, c'est une idée pour le faire, une représentation. L'existence d'endo-organismes peut, bien sûr, être compris du point de vue étatique. Dans ce cas, l'endosomatique, c'est tout ce que fait la différence entre les exo-organismes. Bernard Stiegler a démontré pendant le séminaire de Pharmacon cette année comment le droit possède le concept comme lieu et nation. C'est un discours basé sur la séparation et une manière de comprendre la séparation comme synonyme d'individuation. Mais si on peut, en revanche, s'appuyer sur l'héritage féministe, essayer de voir l'endo-organisme du point de vue de Masson, pas seulement comme une biopolitique en termes négatifs, mais comme un possible espace de co-individuation. Carol Gilligan a, dans In a Different Voice de 1982, à travers de Nancy Chodorov, exploré comment l'identité masculine est formée à partir de la séparation et l'identité féminine à partir de l'attachement avec d'autres personnes. Elle explique ce que les deux positions ont des problèmes, bien sûr. Le masculin avec la relation et le féminin avec l'individuation. Les deux ont des avantages aussi. La position masculine aide à la formation d'un soi fort. La position féminine aide à un processus continu d'attachement qui crée et entretient la communauté humaine. Gilligan a voulu célébrer l'éthique des soins féminines. Pour elle, une relation de lien entre relation et responsabilité. Et localiser l'origine d'agression dans l'échec de la formalisation de ces liens. L'œuvre de Gilligan nous inspire à voir deux types potentiels de désindividuation. La masculine à travers son ignorance de la collectivité et la féminin avec son ignorance du soi. Je voudrais ajouter que, évidemment, aussi un des attachements de soi résulte dans la violence considérable, que aussi le désattachement de soi résulte dans la violence considérable et que c'est une pratique autodestructeur. Comme Bernard Stiegler souligne dans le Prendre soin,
Je cite, le soi est indissociable du soin. Pratiquer le soin, c'est s'occuper avec la double dimension psychique et sociale. Et si prendre soin de soi est toujours déjà prendre soin de l'autre et des autres. Fin de citation. Avec ça, on peut dire que le faux soi masculin de Gillingham, à nouveau étatique, donne un processus de démondialisation. Qu'est-ce que c'est un soin qui sera un soin de la relation avec les autres et de soi en même temps? Et comment fait un soin comme cela un endo-organisme? L'artiste américaine Merle Lederman Euclid a pendant une longue carrière indiqué que le soin peut être dans le ménage, ou proprement parler l'entretien, maintenance. Cette réalisation a frappé Euclid lorsqu'elle a eu des enfants. Elle comprit la difficulté d'être créatif en même temps qu'on entretient une maison appropriée pour des autres vices. Et elle a commencé à faire de l'art avec l'activité de l'entretien, maintenance. Elle a, en 1979, écrit un manifeste pour un art de l'entretien où elle a changé les positions freudiennes de Thanatos et Eros en consignant à la mort la séparation, l'individualité, l'avant-garde et la création. La vie, en revanche, dans le schème de Euclid, est unification, éternel retour, l'équilibre et l'entretien de l'espace humain. Euclid a continué à travailler avec ce concept d'art, d'un art de l'entretien, depuis maintenant presque 4 décennies. Depuis 1916 comme artiste officiel en résidence au New York City Department of Sanitation. Euclid savent très bien que le ménage et l'entretien sont ennuyeux, éternels, un travail invisible et bénévole de la femme à la maison et un travail invisible et mal payé de l'homme éboueur dans les rues. Mais quand même, la maison individuelle est partagée, comme le cité, ont besoin de cet entretien constant pour se maintenir en vie. Ce repas fantastique ici à Épineux aussi. Dans l'œuvre Touch Sanitation de 1979 à 1980, Euclid a serré la main avec les 1500 éboueurs de New York City pendant 1 an, en répétant la phrase « Merci pour garder en vie la cité de New York ». Comme le passage que Euclid fait entre micro et macro en relation avec ce que j'appelle l'organisme de la maison ou de la cité le démontre. Nos catégories sexuées ne sont évidemment pas purement biologiques. En 1976, c'était les hommes qui faisaient le ménage à New York. Des hommes mal payés et invisibles dans l'espace public. Ils ont été comme les demi-seuils masculins qui gardent l'exorganisme sans avoir un espace dans cet exorganisme compris comme une sphère séparée d'autres sphères. Mais il y avait aussi des femmes au ménage. Et aujourd'hui, il y a des éboueurs féminins. Une armée vaste de gens qui font nos cités habitables. Euclid a dans un passage décrit comment cet entretien nous donne la possibilité de vivre dans le maintenant, sans les déchets qui représentent l'hier. Mais comment en même temps nous nous comportons comme des mineurs si nous ne comprenons pas notre relation et dépendance
à cet effort d'entretien. Avec Galligan, nous pouvons dire qu'avec l'entendement des liens vitaux s'évoquant des questions associées à soins et la responsabilité. La responsabilité est un trait définitoire d'être adulte, comme Stigler a dit, à prendre soin. Avec un art de ménage, on peut se sentir loin de la critique d'art et le travail qu'on attend que nous faisons en critique là-bas. La critique d'art est normalement comprise comme quelque chose qui fait vivre l'œuvre art dans l'espace public, dans le monde de Hermès. C'est-à-dire comme fait partie d'une extériorité et d'une séparation, ce qui s'entend aussi dans l'origine du mot critique, krinein, qui désigne un tranchement de quelque chose. Tout cela est vrai, mais si la critique fait vivre ou mourir l'art dans l'espace public, qu'est-ce que fait vivre ou mourir la critique d'art comme pratique? Je pense qu'on ne doit pas seulement chercher des réponses dans le dehors, mais aussi dans le dedans associé à STA. Il y a une infrastructure séparée autour de la critique. Il y a des dispositifs de publication. Maintenant, avec la révolution numérique, il y en a plus que jamais. Mais ces ex-organismes médiaux sont entièrement vides s'ils ne sont pas remplis par des endo-organismes. Peu importe qu'il y avait beaucoup de gens qui veulent écrire en général le fait de la critique en particulier, s'il n'y a pas un entretien du système autour de la critique. C'est une question aussi liée au concept d'archer. Comment est la relation avec le passé et qui commande le pouvoir? Si la connexion avec le passé se casse, nous sommes très tôt d'une situation où le pouvoir reste dans les mains de ceux qui ont le commande de l'automatisation médiale, profiteurs de désindividuation collective. L'endo-organisme, donc l'ex-organisme de l'espace de publication, c'est le comité de rédaction. C'est le dedans qu'on trouve entre la maison et le monde privé, le monde public, pardon. C'est dans le comité que, dans une délibération presque démocratique, les décisions sont prises en confiance sur les tâches et les textes, et où on prend finalement des décisions sur le contenu de ce qui est rendu public. C'est aussi dans le comité qu'on trouve une transmission de vital de savoir. C'est sans doute un lieu d'endogrammatisation dont parle Arrow. Quand la publication est concernée, elle prend la place de la langue publique, de langue propre, pardon. Finalement, le comité de rédaction est aussi l'organe qui prend la responsabilité, pas seulement pour les relations entre ses membres, mais aussi pour la publication. Le comité peut toujours être cherché par sa production. Tout ce travail fait partie d'un entretien de l'ex-organisme de l'espace de publication. Nous avons appris avec Dante que le dedans peut être conçu comme un monde de mouvements et de flux. Le comité de rédaction est la production d'un développement technique au fin du XVIIIe siècle. Concrètement, c'est le résultat de la séparation d'un travail mécanique, l'impression, d'un travail intellectuel, celui d'écrire et choisir le texte. En soi, la conséquence d'un espace public croissant. Un développement qui a mené à une division socio-économique aussi où les rédacteurs étaient généralement d'une classe sociale plus élevée que les imprimeurs. Pour marquer la séparation entre l'espace public et celui de la nécessité économique, il y a eu des arguments pour faire le rôle de rédacteur quelque chose d'aristocratique. Francis Jeffrey, éditeur de Edinburgh Review, au commencement du XIXe siècle, pensait qu'un éditeur devait substituer par d'autres moyens qu'un salaire de journaliste
parce que dans l'espace public, il était méprisable de travailler pour l'argent. Mais comme les journaux étaient des organes faits pour et par la bourgeoisie et non pas pour les aristocrates, c'était impossible. Faire des journaux, c'était un travail qui normalement prenait tout le temps. Et ça n'était pas quelque chose qu'on pouvait faire dans le temps libre, depuis le travail normal. Le poste de rédacteur est donc devenu une profession bourgeoise, un demi-seuil moderne qui travaille pour entretenir l'espace public. Maintenant, nous sommes... Bon, ça, c'est une image de notre travail à Stockholm. Maintenant, nous sommes en face d'un nouvel stade de grammatisation, ou simplement ce que Aru a appelé automatisation. Dans le domaine de critique d'art, il y a peu de travail payé qui reste dans l'édition de texte, dans l'édition de texte. Mais c'est seulement une question de temps avant qu'il disparaisse totalement. Après ça, nous aurons peut-être que des publications d'amateurs. Et ça, c'est le scénario le plus positif, si il est possible de parler d'amateurs qu'il n'y a pas de professionnels. Car nous aurons aussi des plateformes de social media managées par des personnes qui entretiennent des structures exogenes dans l'espace public, non parce qu'elles sont intéressées dans cet espace, mais pour des raisons commerciales. Pour faire face à cette situation, nous ne devrons pas seulement entretenir des organismes comme le comité de rédaction qui peuvent agir comme un charnier entre le privé, public, non privé et non public, entre le secret et la transparence, mais aussi les réinventer pour qu'ils soient appropriés à notre temps. Merle, Latham et Euclid nous invitaient à comprendre l'entretien comme un antonyme de création. Je voudrais suggérer que l'entretien doit toujours être une réinvention. Sinon, il n'y aura plus, à la fin, rien à entretenir. J'aime l'idée que le parent réinvente la maison et que les boueurs réinventent la cité. La ré nous donne, avec la déesse Rhea, les flux et le temps. C'est l'autre symbole de l'afflux et aussi de la maternité, la déesse de la maternité et des flux. Le premier pas pour la critique d'art, c'est de prendre un pas en arrière pour comprendre qu'il n'y a plus maintenant de séparation importante entre l'imprimeur et le rédacteur. Nous pouvons célébrer cette situation comme une redémocratisation entre l'organisme où nous sommes. Cela fait aussi partie d'un effort de voir le développement numérique pharmacologiquement. Tous les dispositifs dans la chaîne de production sont maintenant beaucoup plus proches de nous. La seconde pas, c'est de rapprocher le monde des amateurs sans détruire la différence entre professionnels et amateurs. C'est quand même possible dans le monde du sport et dans le monde de la culture générale, et donc pourquoi pas dans le monde de critique d'art. À Critique Lab, nous travaillons pour réinventer une infrastructure dans les ex-organes concernés par une réflexion sur l'œuvre art. La base de cette infrastructure, c'est le comité de rédaction comme lieu de relation, de la responsabilité et du soin. Nous pensons que la future tâche de la critique d'art professionnelle peut être de transmettre des savoirs aux amateurs à travers ces structures. Ce type de travail donne aussi la possibilité pour l'amateur, le public, de transmettre réflexion sur leur compréhension de l'art aux critiques qui sont quelque temps un peu plus loin de ce public. Le comité est un espace d'apprentissage et d'entretien. C'est un espace protégé et seulement qu'à ce public où on peut construire des relations fondées sur la confiance.
La rêve, c'était que le comité de rédaction pourrait s'établir avec le soutien de municipalités, régions et institutions culturelles, se situer dans l'espace public physique comme les bibliothèques et qu'il produit une critique d'art des citoyens. Ces rédactions pour être connectées dans un réseau numérique, ce qui peut permettre de diffuser la critique au lecteur dans l'espace public immatériel. Pour cela, nous avons besoin d'une stratégie forte, capable d'entendre qu'entre privé et public, il y a non seulement une différence, mais un lien important. Et c'est pour cela que je parle de charnier qui règle l'ouverture et la fermeture. Une des plus importantes questions pour le pouvoir dans le futur sera celle de ce type de mécanisme. La question de l'organisme et de l'ex-organisme dépend de la manière dont nous sommes capables de comprendre les endo-organismes qui peuvent donner la vie aux structures à travers de la répétition et la réinvention. Je pense qu'ils sont nous plus précieux, utiles pour combattre une désindividuation générale si nous les utilisons d'une manière pharmacologique. La question importante n'est pas seulement comment on peut se sentir chez soi, mais comment on peut se sentir à la maison en dehors de ces lieux où on habite. Merci beaucoup.